Il est de tous les combats de l'opposition camerounaise depuis l'avènement du multipartisme en 1990, mais son engagement politique a commencé bien avant. Lui, c'est Anissé Ikane, le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie en abrégé Manidem. Il a accepté de nous recevoir aujourd'hui même dans les locaux de son parti politique. Fidèles téléspectateurs de Radio-Télévision Carrefour, merci d'être une fois de plus des nôtres. Bonjour, monsieur Anissé Ikane. Bonjour aux téléspectateurs de Carrefour TV. Merci déjà de nous avoir reçus ici dans les locaux de votre parti politique. Je vous en prie. Vous êtes le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie en abrégé Manidem, un parti politique qui a été créé le 3 mars 1995 avec des anciens cadres de l'UPC. Alors dites-nous, quel est l'idéal que prône votre parti politique? Bon, il faut dire pour être juste que nous sommes des UPCistes. Nous sommes issus de la branche de l'UPC restructurée par Oumi Massaga après l'assassinat en janvier 1971 d'Ernest Ouandie. Donc nous sommes issus de l'UPC en clandestinité de 1971 à l'avènement du multipartisme en 1990. Et nous nous sommes démarqués de l'organisation UPC en 1995, après multe tractation. Donc nous sommes des UPC. Donc si vous regardez le programme originel de l'UPC, il se retrouve dans le Manidem, on peut dire remodelé. Alors, il se caractérise par le fait que nous sommes des nationalistes, c'est-à-dire attachés à la souveraineté de notre pays. Nous sommes des panafricanistes, c'est-à-dire que nous croyons que l'avenir de nos différents pays disséqués à la conférence de Berlin, c'est l'unité. Notre slogan, c'est le Cameroun est notre patrie, l'Afrique notre avenir. Donc nous sommes donc nationalistes, panafricanistes, révolutionnaires. Dans ce sens, révolutionnaire dans le sens que le panafricanisme que nous prenons a une connotation progressiste, j'allais dire révolutionnaire par rapport au panafricanisme économique que prône d'autres courants de pensée. Et nous sommes, en ce qui concerne notre pays, nous sommes pour l'unité d'un Cameroun réunifié. Et on va peut-être l'aborder tout à l'heure. C'est pour ça que notre position sur la tentative burlesque et rocambolesque des ambazoniens ne peut pas trouver beaucoup de sympathie de notre côté, bien au contraire. Alors lorsqu'on parle de Manidem, on parle de nouvelle indépendance. Voilà. Lorsque vous suivez les Oum après pour regarder le sillage de Oum, le choix c'était entre l'indépendance totale et notre alignement dans le sillage de la France, lorsque De Gaulle a été obligé d'accéder à la demande populaire de l'indépendance des pays africains. Donc De Gaulle, comme on dit, et les colons sont sortis par la porte, ils sont rentrés par la fenêtre. C'est en cela que ce n'est pas une indépendance totale, elle est formelle, elle est factice. Si nous luttons encore pour notre souveraineté, c'est parce que nous considérons que le pays n'est pas totalement indépendant. Il y a beau avoir des ambassadeurs, un drapeau, un hymne, ce n'est pas la réalité de penser que le Cameroun a toute sa souveraineté. Alors, vous avez parlé de vos relations avec l'UPC, le lien étroit qui unit l'UPC et le Manidem.
puisque vous vous définissez comme des UPCistes. Alors, dites-nous, ce parti politique, l'UPC, puisqu'on en parle, en 1973, c'est l'année durant laquelle vous avez adhéré à l'UPC. Oui. Mais que vous avez quitté en 1995 pour créer le Manidem. Alors, vous savez, l'UPC, c'est un contenu et un contenant. C'est comme une bouteille de bière. Si vous donnez à un adepte de la bière, quelle qu'elle soit, une bouteille de bière, vous mettez de l'eau dedans, je ne sais pas si ce qui va vous envoyer à la figure. Donc le problème du UPC, c'est 3 lettres de l'alphabet, UPC, qui étaient comme toutes les autres lettres de l'alphabet et qui ont eu le contenu par le militantisme, le travail de mobilisation, le travail de sensibilisation des UPCistes. Donc, nous avons quitté le contenant, c'est-à-dire les 3 lettres, mais nous avons pris avec nous le contenu, c'est-à-dire l'idéologie de l'UPC. Quand les dirigeants UPCistes disent que l'UPC est l'âme immortelle du peuple camerounais, ce n'est pas les 3 lettres, c'est l'esprit UPCiste, l'esprit maquisard, l'esprit révolutionnaire, l'esprit nationaliste. C'est ça qui est l'âme immortelle du peuple camerounais. On y reviendra peut-être plus tard. Vous remarquez qu'aujourd'hui, tout le monde est UPCiste. Tout le monde se réclame de l'UPC. Ça va même jusqu'à des situations burlesques. On apprend maintenant que plein de gens ont assisté à l'assassinat d'Ernest Ouandié. Alors, beaucoup de Camerounais, comme vous avez dit, se définissent comme des UPCistes dans l'âme. Alors dites-nous, depuis votre départ de l'UPC, la création du Manidem, quelles sont les relations que vous entretenez aujourd'hui avec ce parti politique? Je ne sais pas ce que ça veut dire UPC dans l'âme. Ils s'en réclament dans l'âme, je ne sais pas. Bien sûr que l'esprit UPC... Ils se reconnaissent en tout cas dans le combat de l'UPC. Oui, bien sûr. Le combat de l'UPC irradie tout le pays. Et tous les Camerounais, même ceux qui ont passé leur vie à combattre l'UPC. Quand ils disent qu'ils se connaissent en l'UPC, bon, vous savez, les déclarations, tout le monde peut faire les déclarations qu'il veut. Ce qui est important, c'est de se retrouver dans le sillage politique et idéologique de l'UPC. C'est ça qui est important, ce n'est pas les déclarations. Il y a des dirigeants UPC, des dirigeants camerounais, des hommes politiques camerounais aujourd'hui, qui se disent aïdioïstes, ojulatistes, macronistes, oumistes, etc. Bon, bah, dans une telle sauce, on ne peut pas retrouver véritablement l'âme de l'UPC. Vous dites quels sont nos rapports avec le parti de l'UPC. Bon, d'abord, comme je vous ai dit, ces 3 lettres. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui s'en réclament, dépositaires dans le sens organisationnel. Il y a 3 secrétaires généraux de l'UPC, il y a 3 présidents de l'UPC, il y a au moins 3 ou 4 comités directeurs de l'UPC. Bon, nous entretenons des relations de camaraderie avec l'ensemble de ces formations politiques qui se réclament de l'UPC, sans plus. Comme nous travaillons avec la plupart des partis qui luttent pour le changement au Cameroun, si nous trouvons auprès de ces organisations qui se réclament de l'UPC des dispositions, des démarches allant dans le sens d'assurer le changement au Cameroun, il n'y a aucun problème. Nous entretenons des relations amicales, voire de camaraderie. Vous avez évoqué les différentes fractures qui existent aujourd'hui au sein de l'UPC. Alors, dites-nous, est-ce que vous pensez que ce parti politique a su pérenniser l'héritage politique de ses pères fondateurs? Vous savez, à la limite, ce n'est pas les 3 lettres qui comptent. Je vais vous le répéter 100 fois. Les 3 lettres ne nous intéressent pas. C'est l'idéologie de l'UPC, c'est le contenant, le contenu qui nous intéresse.
si je prends un mauvais exemple, comme celui du gaullisme en France, depuis De Gaulle, l'eau a coulé sous le pont. Il y a beaucoup de partis qui se réclament du gaullisme, beaucoup de personnes qui se réclament du gaullisme. En déclaration, d'autres en orientation politique. C'est pareil pour l'UPC. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le combat de nos héros, des UPCistes véritables, irradie notre pays, sensibilise notre jeunesse, organise notre jeunesse, mobilise notre jeunesse pour un changement qualitatif dans notre pays. Que ce soit sous les 3 lettres UPC ou d'autres lettres ou d'autres partis, peu importe. L'essentiel, c'est de pérenniser le combat héroïque de nos prédécesseurs, comme dit souvent Biya, sans les citer. Et ce combat-là, selon vous, l'UPC est-il toujours dans la dynamique? Vous dites des différentes factions. Il y a certainement des UPCistes véritables dans ces factions. Mais quand on voit l'orientation politique de la plupart de ces factions, on a à se poser des questions. Par exemple, c'est quand même embêtant que le candidat de l'UPC aujourd'hui soit celui de l'alliance avec le RDPC. Vous imaginez quand même que dans le contexte actuel, ce serait difficile qu'on se reconnaisse dans une telle alliance. Quand vous voyez les alliances sans programme ou avec un programme qui ne reflète en rien l'idéologie ou l'orientation politique de l'UPC, de nos prédécesseurs, vous comprendrez bien que pour nous, c'est très très périphérique le problème de l'organisation aujourd'hui UPC en tant que tel. C'est un peu un fourre-tout qui, quand il y a un fourre-tout, c'est jamais très précis, c'est jamais très clair, c'est jamais très pertinent d'avancer dans un flou idéologique et politique. C'est le cas aujourd'hui au niveau de ces différentes factions. Alors on va revenir, on va parler encore de vous, d'un événement assez choquant auquel vous avez assisté quand vous étiez jeune, plus précisément le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Il s'agissait de la fusillade d'Ernest Ouandjé, un dirigeant emblématique de l'UPC. Alors dites-nous, Anissé Kane, est-ce que cet événement a marqué un déclic dans votre engagement politique? En fait, on l'a assassiné en le fusillant. Il faut parler beaucoup plus de l'assassinat. Oui, ben c'est le tournant de ma vie. Je ne le savais pas. Mais l'expérience, les années à venir l'ont prouvé. Je suis né de nouveau, comme on dit souvent, le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Quand j'ai vu cet épisode malheureux, intense, de la fusillade sur la place publique d'Ernest Ouandjé, alors que je venais de suivre depuis le mois d'août 70 jusqu'à son procès, de son arrestation à son procès, sur la presse du Cameroun, l'ancêtre de Cameroun Tribune, des énormités sur ce personnage. D'après ce que j'ai lu, la presse du Cameroun, lorsqu'on l'a arrêté, lorsqu'il était en procès, de la part des autorités camerounaises, et spécialement du ministre de la Justice qui était en ce moment-là, M. Sabaleko, éventreur, criminel, etc. Quand j'ai eu ça en parallèle avec l'immensité de l'homme que j'ai vu à Bafoussam le 15 janvier, avec toute l'histoire qui a meublé cet épisode où Ouandjé, d'une certaine manière, a vu venir les balles qui arrivaient sur lui. Bon, vous comprenez bien que ça marque un individu, et moi ça marquait pour toujours. C'était le début d'une nouvelle vie.
Mais vous étiez pourtant à Bafoussam pour un autre événement. J'étais scolaire, je suis allé faire un match de football au lycée de Bafoussam. C'est avéré que c'était la période. Alors, vous pouvez aujourd'hui attester que cet événement a eu un impact dans votre engagement politique. Un impact, c'est trop peu dire, a transformé ma vie. Les églises n'avaient pas de né de nouveau. Je suis né de nouveau à Bafoussam le 15 janvier 60. Ça vous a donné une autre vision du combat politique, un désir de vous engager? Ça ne m'a pas donné une autre vision, ça m'a transformé. Je suis devenu un autre Anissé Ekané. Quand je suis sorti de cet épisode, je suis devenu un autre individu. Et la suite de ma vie jusqu'à aujourd'hui montre bien que j'ai été transformé, transfiguré, je vais vous dire. Parce que quand je parle de Wandji, je dis souvent à mes camarades, Wandji m'inspire. Quand j'en parle, le poing se hérisse. Je suis un... J'ai l'impression que Wandji s'est régénéré en moi après qu'il soit mort. Comme ça peut être le cas pour des milliers d'autres Camerounais, tant mieux. Alors aujourd'hui, vous croyez, pour ce qui est d'Ernest Wandji, que sa mémoire est honorée par les Camerounais? Ben, elle irradie sur le pays. De la preuve, tout le monde se bouscule le 15 janvier pour aller blanchir et poser des herbes de fleurs sur sa tombe. On se bouscule, même ceux qui n'osaient même pas prononcer son nom. D'ailleurs, je dis souvent, le chef de l'État n'a jamais prononcé le nom de Oum, de Mounier ou de Wandji depuis qu'il a réhabilité par le décret de 91. Maintenant, tout le monde parle de Wandji, tous ceux qui en parlaient. Oui, bon, il y a quelques farfelus, comme Elie Lobé, qui crachent du venin sur les mémoires de Wandji. Bon, on comprend que c'est ce plan-là qui soit complètement égaré. Mais généralement, aujourd'hui, tout le monde vante Wandji. Mais je rappelle quand même que Moumi aussi existe, Afana et des milliers d'autres spécistes. Aujourd'hui, le personnage de Wandji est devenu aussi central que celui de Oum, et même de Moumi, alors que ce n'était pas le cas. Autant en Pays Bassa, tout le monde se réclamait de Oum, même pendant les périodes de répression, même ceux qui ont combattu l'UPC. Autant à l'ouest, vous ne rencontriez pas beaucoup de gens qui osaient prononcer le nom de Wandji, qui en parlaient comme quelqu'un d'exceptionnel. Même la génération qui a assisté à son assassinat, c'était très, très difficile. Maintenant, ça va mieux, tant mieux. Alors, vous avez été très actif au sein de l'opposition camerounaise depuis l'avènement du multipartisme en 1990. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la scène politique actuelle? Est-ce qu'on peut dire que les lignes ont bougé? Oui, les lignes ont bougé depuis 1990. Si on peut caractériser la scène politique aujourd'hui, on peut dire que c'est du tout et du n'importe quoi. Il y a certainement des militants pour le changement qui sont sincères, sérieux, mais il y a beaucoup de farfelus, beaucoup de fanfarons, beaucoup de Zorro qui croient que tout a commencé il y a quelques années pour la lutte pour l'indépendance, le changement de notre pays. Les Oumons initié la dynamique de changement dans ce pays en luttant déjà pour la réunification et l'indépendance. Beaucoup les ont suivis. Il y a des camarades qui ont enduré des épreuves terribles. Ceux qui ont arrêtés en 1976, certains qui ont passé 8 ans en prison dans les camps de concentration de Yoko, de Tcholéré, etc. Puis la vague de 90, tous ceux qui ont porté l'Union pour le changement, tous les UPC qui ont porté,
Alors, maintenant, sur la scène politique, on voit beaucoup de farfelus, beaucoup de messies, M-E-2-S-I-E, pas le footballeur, beaucoup de messies qui s'autoproclament le dirigeant de demain. Bon, ça fait en sorte qu'il y a un embrouillamini terrible, une bouillabaisse indigeste, qui fait en sorte que le Camerounais ne se retrouve pas beaucoup dans les débats politiques. C'est pour ça que la dynamique du succès, vous savez, en 91-92, ce qui caractérisait la scène politique dans notre pays et le pays en général, c'est que les gens croyaient à la victoire. Les gens, quand on va à l'élection présidentielle de 92, oui, Camerounais se disent, c'est gentil, sont persuadés qu'il y aura le changement. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi, comme on dit Dieu pour tous, parce que la dynamique de la victoire ne se met pas en place. Et ça, c'est du rôle du leadership, de créer une dynamique de victoire, de faire rêver les Camerounais, de leur montrer qu'on peut gagner, pas d'aller s'inscrire. Parce qu'on peut s'inscrire à la maison pour satisfaire un devoir citoyen. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de recréer la confiance au leadership de l'opposition, que le Camerounais pense que 2025, l'opposition va gagner. C'est loin d'être le cas. Et j'ai l'impression que la plupart des messies IES qui meublent ou qui peuplent le paysage politique n'ont pas ça comme préoccupation. Ils ont comme préoccupation leur positionnement, leur propagande, leur promotion à être chacun le troisième président du Cameroun. Il y en a déjà beaucoup. Je rappelle qu'il n'y en aura qu'un seul. Alors, monsieur Anissé, lorsque vous présentez la scène, l'opposition camerounaise en ce moment, on a l'impression que vous parlez d'une sorte de melting pot où on retrouve un peu de tout. Vous avez trouvé le mot. Voilà, une sorte de melting pot où on retrouve un peu de tout. Alors, est-ce à dire que l'opposition n'a pas tiré son épingle du jeu du multipartisme? Elle n'a pas tiré les leçons de 91-92. Vous savez, ce qui s'est passé en 92 est historique. C'est nous qui avons inventé les villes mortes. Ça, c'est Made in Cameroun, 237. On a bousculé ce régime. On a gagné les élections. Marie du Panamouele, paix à son âme, si on veut. On a gagné les élections. Le RDPC s'est emparé du pouvoir. Il y avait des déclarations farfelues comme celle de Semengue qui disait que si Fondi allait étudier, il allait faire un coup d'État. C'est ça. Mais on n'a pas tiré les leçons de 91-92. Vous savez, l'Union pour le changement, comme par hasard, c'est UPC. C'est nous qui avons proposé ce nom, du moins notre parti. C'est nous qui avons écrit le programme de l'Union pour le changement. Mais il a fallu transformer cette victoire en une victoire collective. Le SDF s'en a accaparé et a été très sectaire. Et au fur et à mesure de ce comportement sectaire, qui n'a pas voulu dépasser l'élection présidentielle et engranger pour l'avenir. Le changement, c'est le marathon, ce n'est pas les 100 mètres. Engranger une dynamique permanente, pérenne, pour assurer le changement au Cameroun. Les investitions, après au SDF, se sont fait à la tête du client, à la servitude, si on peut parler ainsi, au dévouement à Fondi, au SDF, de telle sorte qu'on s'est retrouvé avec une opposition étriquée dans les assemblées au Parlement du Cameroun. Et aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on a tiré la leçon de 91-92, à savoir que seule une dynamique unitaire, je dis unitaire, c'est pas dire une candidature unique, une dynamique unitaire forte. Je vous rappelle qu'en 91, c'est dans cette permanence, 92, qu'on a investi Fondi, candidat de l'Union pour le changement ici.
dans le siège du Manidem. Il n'a pas fallu un congrès, il n'a pas fallu des 50 000 plateformes ou regroupements de partis politiques aussi fantaisistes les uns que les autres pour désigner le candidat. Ça s'est imposé dans le travail sur le terrain, dans la dynamique unitaire, que ne veulent pas promouvoir aujourd'hui les dirigeants politiques de l'opposition. C'est ça le problème central. Vous savez, oui, de l'opposition camerounaise. Depuis 1992, la participation à l'élection présidentielle est de plus en plus rétrécie. Même ceux qui votent pour, du moins ceux qu'on comptabilise pour avoir voté pour le RDPC, le nombre diminue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas le désir de changement qui baisse, c'est la participation, la conviction que les élections peuvent amener quelque chose au Cameroun. Il faut recréer ce lien entre le leadership et la masse des Camerounais et les amener progressivement. Et c'est possible en quelques mois à penser qu'on peut gagner. Mais il y a des préalables pour cela. En 90, nous sommes sortis de prison le mois d'août. Quelques mois plus tard, on entrait dans une dynamique extraordinaire avec les villes mortes, où 7 régions sur 10 étaient contrôlées par l'opposition. Donc si on se met au travail, si on laisse de côté les comportements messianiques et qu'on sort, on peut recréer dans ce pays, parce que les Camerounais en ont marre. Vous parlez d'une dynamique unitaire qui manque aujourd'hui à l'opposition camerounaise. Oui. Alors, que pensez-vous de ces coalitions qui sont en train de naître, voir le jour à l'approche de l'échéance présidentielle de cette année? Bon, vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez le sentiment que ça soulève des foules? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a de l'enthousiasme par rapport à ces différents regroupements? Les Camerounais ont l'impression que il y a beaucoup d'amusement, ça ne fait pas sérieux, il y a des promotions, chacun assure sa promotion, qu'il n'y a pas derrière tout ça une volonté de mettre en avant l'intérêt du pays. Ce n'est pas l'intérêt du pays qui guide le comportement de ces dirigeants-là. C'est ça qui pose problème aujourd'hui, pour qu'on puisse entrevoir une victoire du changement. Alors, militant clandestin dans le cadre des activités politiques de l'UPC, vous avez connu la prison avant d'être libéré en 1990 à la suite d'une grâce présidentielle. Alors, dites-nous déjà, que pouvez-vous dire aujourd'hui de cette expérience et de l'impact qu'elle a eu dans votre carrière politique? Oui, vous savez, nous on a passé finalement 6 mois en prison. C'est rien du tout par rapport à ce que les UPC ont déjà enduré dans cette longue lutte contre le pouvoir néocolonial. Je vous rappelais, au-delà de ce que Wandi a vécu dans le maquis et des militants de l'armée de libération nationale du Cameroun, en 1976, des milliers de nos camarades, de jeunes camarades, dont certains qui avaient 16 ans comme Nicole Tianga, ont été arrêtés par Fouchivé à Idio, envoyés dans les camps de concentration. En 85-86, les camarades à Banda, Luka, Likoumé et consorts ont été arrêtés. Ils ont passé 9 ans à la BMM à Yaoundé. Nous, en 90, c'était un peu du 5 étoiles. C'est vrai qu'il y a eu quelques bousculades, mais pas beaucoup. Donc, en réalité, c'est un épisode mineur dans ma vie par rapport... C'est pas ça qui m'a transformé. C'est pas la prison. C'est l'assassinat de Wandi. C'est pas la prison. Et en réalité, en 90, on était des vedettes des médias.
C'était une prison un peu dorée, pas totalement dorée, un peu dorée. Donc, ce n'est pas un épisode important. Ça a permis de déclencher, avec notre procès, notre affaire, la dynamique de changement et finalement l'Union pour le changement qui a battu le régime le RDPC en 92. Mais ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire au niveau de ce qui s'est passé après. C'est parce qu'après la prison, on a travaillé à mettre en place cette dynamique que cette dynamique a pu prospérer et donner les résultats que tout le monde voit. Alors Anissé Ekane, parlons des participations du Manidem à la présidentielle, celle de 2004 et 2011, votre parti y était, avec vous d'ailleurs comme candidat. Qu'est-ce qui explique l'absence du Manidem en 2018? Bon, en 2004, en 2008, en 2011, j'étais un chargé de mission. C'est le Manidem qui est passé par l'élection présidentielle. C'est pas moi qui ai décidé que je vais être candidat. C'est le Manidem qui a dit nous allons à l'élection. Pourtant, vous étiez le porte-flambeau de ce parti, vous étiez son représentant à cette présidentielle. Oui, mais on aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Je veux donc dire qu'il ne faut pas se focaliser sur l'individu. Ça a été une tâche comme une autre qu'on exécute dans les partis comme le nôtre. J'étais un chargé de mission. Je n'ai pas ça sur ma carte de visite, je vous précise. Pourquoi on était présent? C'est-à-dire qu'on était dans une phase de lancement de la nouvelle dynamique de l'UPC qui était le Manidem. Il fallait la populariser, etc. Le Manidem, c'est l'UPC moderne. Bon, c'est prétentieux, mais c'est la vérité. Et donc, il fallait bien la lancer. L'élection présidentielle est un moment important sur le plan communicationnel, sur le plan de la mobilisation des masses. Et on n'y va pas nécessairement pour gagner. On y va aussi pour émettre des idées nouvelles, les populariser, donner une dynamique nouvelle à notre combat. C'est pour ça qu'on y était en 2004 et en 2011. Pourquoi n'étions pas en 2018? Je commence par la fin. Quand vous voyez les conséquences de l'élection de 2018, vous devez vous dire que ce n'était pas le meilleur épisode de notre histoire. 2018, c'était un peu le point de départ, je veux dire, de la cacophonie. C'est-à-dire que la plupart des gens qui se présentaient en 2018 étaient justement ceux qui disaient que rien n'avait été fait avant et qu'ils arrivaient comme les messies des temps modernes. Et dans ce contexte-là, nous avons été présents à la préparation de cette élection. Nous avons écrit aux différents partis, nous avons dit ce que nous disons encore aujourd'hui, que l'essentiel, ce n'est pas de faire de la promotion ou de la figuration. L'essentiel, là, la situation étant plus mûre, c'est de créer une dynamique de victoire. Bon, très peu ont suivi. Et vous avez vu les résultats que ça a donné et les conséquences sur le plan du tissu social. Depuis 2018, le chauvinisme ethnique a gagné des lettres de noblesse. Mais pourtant, d'aucuns évoquent quand même cette particularité au sein des candidats, la présence des candidats jeunes. On parle de Serge Espoir Matoma, de Cabral Libye ou encore de Ozi, du STF. Oui. De Joshua Ozi, autant pour moi. Joshua Ozi n'est pas aussi jeune que ça. Non, c'était justement l'intrusion de cette dynamique de jeunisme, sous prétexte que, bon, la politique se résume à dire qu'on est jeune et que, bon, les jeunes doivent suivre les jeunes. Les jeunes ne suivent pas les jeunes. Les jeunes ont des idées politiques, comme les vieux, qui sont différentes, pas par le fait qu'ils sont moins âgés, mais parce que c'est des choix politiques. Donc, la caractéristique jeune n'est pas un élément déterminant. Et pourtant, c'était aussi dans la plupart des figures nouvelles, bon, à part peut-être Joshua Ozi, mais les Serge Espoir, Cabral Libye ou encore un G4 de regretter mémoire. Oui, et vous avez vu ce que ça a donné. Ça n'a pas donné grand-chose. Ça n'a pas beaucoup marqué les gens, au-delà du fait qu'il y avait des jeunes.
je n'ai pas l'impression que tous ces candidats avaient des référents, des déterminants politiques qui ont marqué les Camerounais. Je ne crois pas. Ils étaient jeunes, ils étaient brillants sur le plan de la locution, sur le plan de la présentation peut-être. Mais il n'y a pas de Vous n'avez pas de discours convaincants. Discours convaincants, discours politiques fondamentaux, etc. C'est selon vous ce qui a manqué à cette vague? Voilà, il y avait beaucoup de slogans, 11 millions de lecteurs, des choses comme ça, qui attirent, qui sonnent bien, mais qui ne sont pas des déterminants politiques. C'est pour ça que, bon, notre participation ne s'est pas concrétisée par un candidat. Voilà. Voilà. Alors on va parler à présent de votre activisme au sein du Manidem. Vous avez souvent eu un discours virulent contre certains maux dont souffre la société, le tribalisme, la vie chère, le délestage de courant ou encore la corruption en milieu médical, le néocolonialisme, les droits bafoués des étudiants. Mais aujourd'hui, d'aucuns estiment que vous avez un peu baissé les chines. Bon, alors vous êtes dans une interview. Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous avez le sentiment que j'ai dit autre chose que ce que vous avez énuméré là? Là, on parle de votre activisme. Oui, mais on n'est pas des activistes professionnels. On est des éclaireurs. On est des guides. On est des entraîneurs, d'une certaine manière. On est des coachs. Mais quels sont ceux qui souffrent? Ce n'est pas les militants du Manidem, c'est les Camerounais. Notre intrusion dans ce domaine social était pour inciter les Camerounais à ne pas se focaliser sur les élections. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est changer le pays. Les élections sont un des moyens pour y arriver. La preuve, en Afrique de l'Ouest, on n'a plus de tout moyen. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'on ne va pas emprunter ces mêmes moyens? C'est ça. Donc, il fallait que notre travail d'éclaireur, de guide, de coach soulève l'enthousiasme des Camerounais pour que ça soit une dynamique sociale importante. Ça n'a pas été le cas. Parce que la plupart des autres partis politiques n'ont pas focalisé sur les problèmes sociaux. Pendant qu'on faisait l'émission, Enéo a coupé, mais il coupe tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, on ne sait même plus pourquoi il coupe. L'eau dans le pays, les problèmes de l'éducation, les problèmes de santé, avec peut-être des équipements qui se sont améliorés, mais les moyens de 36 000 francs, 40 000 francs de SMIC ne permettent pas de profiter des équipements dans les centres hospitaliers. Ça ne sert à rien d'avoir un IRM de dernière génération. Si pour faire un IRM, il faut dépenser 170 000 et que le SMIC a moins de 40 000. Vous voyez, donc c'est un peu une dichotomie terrible entre la réalité et les projections fantasmagoriques. Mais ça, c'est pas parce que vous n'avez pas aussi l'impression que les choses n'ont pas trop changé? Non, mais je vous dis que c'est le marathon. Vous vous imaginez pas que quand on commençait ça, on se disait que la révolution c'est le lendemain matin. Non. Les Oum ont commencé, d'autres ont continué. Il faut pas le sillage des Oum, continuer et un jour ou l'autre, notre pays va prendre les chemins de son développement et de sa prospérité. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout blasé. Vous n'avez pas l'impression que je suis blasé. Mais chaque chose a son temps. Aujourd'hui, il y a déjà des organisations syndicales, des associations de consommateurs, les ONG qui ont pris le relais, peut-être pas suffisamment bruyamment dans les problèmes sociaux, mais bon, ça a quand même permis à ce que les gens s'éveillent à les problèmes sociaux. Alors, intéressons-nous à présent à certaines de vos relations avec des acteurs politiques, notamment Maître Jean de Dieu Momon, aujourd'hui ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. On sait qu'il a été un compagnon de lutte, il a été avec vous au sein d'une opposition, dite souvent opposition radicale. Et ensemble, vous avez mené bien des combats, avec entre autres l'affaire dite des 9 disparus de Bépanda.
Mais on sait aujourd'hui que son parti, le PADEC, a noué une alliance ou encore est aujourd'hui un allié du RDPC, le parti au pouvoir. Alors que pensez-vous ou encore quel regard portez-vous sur ce choix politique? La vie est quelque chose de très dynamique. Moi, ce que je trouve du bien chez Momo, c'est qu'il assume ce qu'il fait. Il assume même qu'il s'est trompé. Bon. Mais pourtant, il ne le reconnaît pas qu'il s'est trompé. Il dit qu'il s'est trompé quand il était avec nous, qu'il était trop radical, et que là, maintenant, il est dans le bon choix. Il assume. Vous savez, dans la vie, il faut assumer. Il assume ce revirement. Hein? Il assume. Il faut assumer ce qu'on fait dans la vie. C'est ça aussi le propre d'un homme politique, assumer ses points de vue. Et il faut admettre cela, qu'on est des gens qui ne pensent pas comme nous, ou des gens qui ont pensé comme nous et qui ont changé de point de vue. Bon, il a choisi les raccourcis. Bon, il n'est pas le seul à aimer les raccourcis. Mais bon, comme il dit lui-même, démissionner, vous êtes fou. Il a dit, ça veut dire que bon, son choix aujourd'hui est un choix assumé. Et moi, il m'a dit de façon forte, il me dit, Anissé, je suis ministre, je n'avais jamais pensé, je n'avais jamais rêvé de l'être. Moi, je ne suis pas comme vous, je n'ai pas envie de mourir dans l'opposition. Je ne suis pas... je ne fais pas la politique pour mourir dans l'opposition. Donc, il assume ce qu'il fait. C'est bien ce qu'il a fait avant. C'est de son droit de changer d'avis. C'est même parce qu'il y a des points de vue différents qu'on avance dans la vie et que les points de vue se confrontent et qu'on montre aux Camerounais ce qui est bon, ce qui n'est pas mauvais. La voie de Moumou, elle n'est pas bonne. Voilà la voie qu'il faut suivre. Mais il faut cependant, c'est-à-dire cet élément contradictoire pour expliquer le bon côté. Alors, quelle relation vous entretenez aujourd'hui avec cet ancien compagnon de lutte dans la question des droits de l'homme? J'ai évoqué tantôt l'affaire on a des rapports amicaux. On se voit, il m'a invité à son congrès. J'ai dit ce que j'avais dit là-dedans. Il a dit ce qu'il avait à dire. J'ai dit qu'on a été ensemble, que maintenant l'eau a coulé sur le pont et qu'il a choisi de traverser la rivière. Et que, bon, chacun assume ses points de vue. Je vais vous dire, c'est dans l'adversité, dans la confrontation, dans la contradiction, qu'on a fermé ces points de vue politiques. Il ne faut pas fuir la contradiction, il faut l'affronter. Et c'est ça la politique. Alors, votre parti politique, le Manidem, a pris part aux élections régionales du 6 décembre 2020. Que pensez-vous des acteurs politiques? Régionales? Oui, local. Oui, municipal. Oui, municipal. Bon. Oui. Alors, que pensez-vous des acteurs politiques qui avaient appelé au boycott de cette échéance électorale? Bon, qu'est-ce que je pense? Nous, on n'a pas appelé au boycott, donc ça veut dire que nous pensons que c'était important de continuer à mettre la pression sur le RDPC. Parce que quand on va aux élections, tactiquement, c'est important, parce qu'on met la pression. Ça a guéri nos militants, ça perfectionne notre ingénierie électorale, on acquiert beaucoup d'expérience. Donc il faut continuer à mettre la pression sur le RDPC, même si les chances de victoire étaient pratiquement nulles, sauf le positionnement d'un seul individu. C'est déjà ça. Donc nous, on n'a pas prôné le boycott. Vous imaginez donc qu'on n'était pas pour le boycott. Mais ceux qui l'ont prôné, bon, ils l'ont assumé. Ils assument encore aujourd'hui leurs conséquences. Voilà. Et leur prise d'opposition, vous ne l'avez pas trouvée antidémocratique? Non, mais le fait de boycotter les élections, d'appeler au boycott, ça fait partie de la démocratie. C'est un point de vue politique. Ce n'est pas
Les gens ne se lèvent pas un matin en disant on va aux élections, le lendemain matin on ne va pas aux élections. S'il n'y a pas des éléments déterminants pour asseoir cette position. Alors ça c'est certainement la dernière question avant de prendre congé de vous, M. Anissé Kadé. 2025 est une année électorale au Cameroun avec une présidentielle tant attendue. Alors quel est votre message à l'endroit de tous ces Camerounais qui vous regardent? Tout dépend de vous. Ça a toujours été notre slogan de choix. Tout dépend de vous. Vous savez, les opposants au régime de Biya, c'est les Camerounais. Ceux qui en souffrent le plus, et sérieusement, c'est des millions de Camerounais. C'est sérieux à prendre leurs responsabilités. Ils ont une grande responsabilité dans le fait que Biya est encore là. Chaque peuple a son histoire, mais chaque peuple doit assumer ses missions. Et les Camerounais, c'est trop facile de rejeter les responsabilités uniquement sur le leadership de l'opposition, sur les leaders de l'opposition. Il faut qu'ils assument totalement leur mission de changement dans ce pays. On ne peut pas aller au ciel sans mourir. Hein. Le passage obligé pour aller au ciel, c'est mourir. Mais alors, un seul homme de Camerounais pense encore qu'ils vont aller au ciel sans mourir. Ce n'est pas possible. Il faut mourir avant d'aller au ciel. Ça veut dire assumer les avatars de la lutte. Il y en a beaucoup. Sur le plan économique, sur le plan physique, etc. Il faut assumer cela. Et comment le faire? Pour le faire, il faut aimer son pays. Alors, et la bonne recette pour des élections libres, apaisées? Vous savez, qui veut la paix prépare la guerre. C'est la pression. La meilleure façon de contraindre ce régime à ne pas faire de bêtises, c'est de lui mettre la pression. De mettre la pression à quel camp? Au régime actuel. Ah oui, il faut constamment le mettre sous pression. Mais une pression construite, une démarche construite, logique, avec des déterminants politiques. Vous savez, tout à l'heure, vous posez la question, comment faire? Je dis, avoir comme boussole l'intérêt national. Si les Wandji, les Moumi, les Oum sont morts, ils avaient le choix. Wandji avait le choix de demander pardon à Dieu pour survivre. Il a accepté de recevoir quelques dizaines de plombs dans son corps et mourir à 49 ans, je crois. C'est Rousseau qui disait que c'est beau de mourir pour son pays. Il faut que quand même commence à réfléchir à ça. Que quand on aime son pays, on va jusqu'au sacrifice. Alors, vous avez parlé de mettre la pression sur le pouvoir en place d'aucuns. Certains acteurs politiques en ce moment insistent sur la révision du code électoral avant effectivement la tenue d'un véritable scrutin libre et crédible. Le changement du code électoral n'est pas l'élément fondamental. L'élément fondamental, c'est la mobilisation des Camerounais, recréer la dynamique entre les Camerounais et le leadership politique, recréer l'idée, le sentiment. Vous savez, la raison guide l'homme, mais c'est le sentiment qui le fait bouger. Pour avoir dans le quartier un petit gars, pas très fort, pas très costaud, pas très musclé, mais qui fait le 6CA. Et il fait peur aux gens plus forts. Hein. Il faut avoir le sentiment qu'on a la capacité de changer les choses. Et ce sentiment, il n'est pas largement partagé au sein de la population. Et ceux qui doivent amener comme là ce sentiment d'être maîtres de leur histoire, c'est le leadership de l'opposition. Et j'ai l'impression qu'il n'assume pas totalement son rôle. Il se contente malheureusement à la promotion messianique de l'opposition. Alors Anissé Kadé, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci pour votre disponibilité.
Fidèles téléspectateurs, merci également à vous de nous avoir suivis de bout en bout. Aujourd'hui, nous avons été reçus par Anissé Kane, qui est un homme politique camerounais qu'on ne présente plus. On s'est intéressé à son parcours dans l'univers de la politique. On est également revenu sur certains événements clés de sa carrière politique et aussi sur le regard qu'il porte aujourd'hui sur la scène politique actuelle. Merci de rester également des nôtres pour la suite de nos programmes qui se poursuivent.